10-10-20-20. C'est un jour comme ça. Le 10 octobre 2020. Il faut enfin dire la vérité. Bakou et maintenant la Turquie exigent la mise en application des décisions de l'ONU. Mais que sont ces décisions ? Qui ne les a pas appliquées ? Quand et pourquoi ? Essayons d'y voir clair. Ainsi donc, le Conseil de sécurité de l'ONU a préconisé 4 décisions concernant le conflit du Karabakh. Elles ont été dictées au moment le plus chaud de la guerre au Karabakh, d'avril à novembre 1993. Qu'exigent donc ces décisions ? Entre la première et la quatrième, il s'est écoulé 7 mois, puis encore 5 mois avant la signature de l'accord pour un cessez-le-feu provisoire, c'est-à-dire une année toute ronde. La première décision, nous citons, « Le Conseil de sécurité a exigé que cessent immédiatement toutes les opérations militaires et actes hostiles afin de pouvoir établir un réel cessez-le-feu, d'effectuer l'évacuation de toutes les forces d'occupation de la région de Keldjabar et des autres zones de l'Azerbaïdjan occupées plus récemment. » Le problème est clairement exposé dans la formulation. Il y a opération militaire, il y a acte hostile. Acte hostile correspond à une définition assez molle pour décrire ce qui se pratiquait contre les Arméniens en Azerbaïdjan. Les événements à Bakou, à Sumgait, ne sont qu'un anneau de la chaîne. Continuons. La deuxième décision, elle signifie que les exigences de la première n'ont pas été appliquées. Les actions militaires continuent. À qui la faute ? Cherchons. En 1992-1993, Vladimir Kazimirov, chef de la mission russe de médiation, représentant officiel du président de la Fédération de Russie pour le dossier du Haut-Karabakh, membre et coprésident du groupe de Minsk du Conseil de sécurité de l'Union européenne et ambassadeur russe, témoigne. Citation extraite de son rapport « Le Karabakh et les questions et les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU ». Rapport exhumé par la presse en 2004. Nous citons « L'exigence impérieuse et la plus importante a été de faire cesser le feu, toute action militaire et acte d'hostilité immédiatement. Elle est soulignée en rouge dans les 4 décisions comme un dénominateur commun. Pourtant, l'Azerbaïdjan, malgré son approbation orale concernant la première résolution numéro 822, n'a pas voulu être bridé par les obligations de cette dernière concernant l'arrêt des opérations militaires. L'attitude négative de l'Azerbaïdjan sur ce point important de l'exigence de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU s'est manifestée également par la suite. Les actions militaires de Bakou n'ont pas cessé. Plus loin, à Bakou, on affirme que toutes les décisions exigent une évacuation sans condition des forces d'occupation, mais ce n'est pas exact. C'est seulement dans la décision 853 du 29 juillet, c'est-à-dire la deuxième décision. Comment se fait-il que le mot « sans condition » ait disparu des décisions 874 et 884 ? Hasard ? Oubli ? Mais peut-être à cause de la non-observation par une des parties de l'exigence principale, le cessez des opérations militaires. Qui pouvait imaginer une évacuation alors que les combats continuaient, et qui ne voulait pas les faire cesser. Autrement dit, même la formulation « évacuation sans condition » à laquelle se réfère bien souvent Aliyev Junior ne fonctionnait déjà pas à l'époque, dans la mesure où la première des exigences avait été violée par Bakou. Cette exigence était couplée à l'évacuation des troupes. Ce n'était pas un lapsus, et par la suite, cette formulation a été supprimée. Plus loin, dans le même rapport de Kazimirov, il est écrit « Comment peut-on se comporter d'une manière aussi négligente et entêtée concernant l'application de cette exigence aussi fondamentale, cesser le feu immédiat, dictée par le Conseil de sécurité de l'ONU ? Quelle partie a donc violé l'exigence fondamentale de toutes ces décisions et porte une lourde responsabilité pour non-application des directives primordiales du Conseil de sécurité qui a ensuite engendré le début de toutes les dérives de pratiquement toutes les exigences. Bien sûr, les innocents n'existent pas, confirme
Kazimirov, et il écrit « Mais la première palme revient indiscutablement à la partie azerbaïdjanaise. Même en perdant le contrôle de ces territoires, les dirigeants de l'Azerbaïdjan, que ce soit sous Elchibey ou Guedar Aliyev, s'entêtaient à essayer de forcer la ligne du front et résoudre le conflit par la force. Forts de cet espoir, ils n'avaient pas le droit d'oublier les risques encourus par leur propre territoire et leur responsabilité dans le fait qu'il y ait des terres occupées et qui s'étendent. Bien qu'il avait en main le recueil complet des 4 décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, Bakou a laissé passer à plusieurs reprises l'échange de mettre fin aux actions militaires dès mi-décembre 1993, particulièrement cynique. D'après Kazimirov, pour conclure, l'Azerbaïdjan a cessé le feu en mai 1994, mais pas dans le but d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il avait sciemment ignorées pendant plus d'une année, mais à cause d'une série de défaites militaires qui ont conduit ses dirigeants à une quasi-totale défaite et à la perte du pouvoir. Il est bien net cette fois que le gouvernement de Bakou, et pour la première fois, cherche à obtenir un cessez-le-feu, bien que ses opposants voulaient la prolongation du carnage. Voilà la manière dont a commencé le déraillement dans les consignes du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la question du Karabakh. C'est pourquoi, moralement aussi bien que politiquement, il n'est pas spécialement crédible de faire confiance à la tentative de Bakou de faire croire qu'il est attaché aux décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, ni de mettre à son actif l'observation d'une trêve comme preuve de son aspiration à résoudre le conflit d'une manière pacifique. On a clairement entendu les menaces, régulièrement proférées même par les officiels, de le résoudre par n'importe quel moyen. L'étude de Kazimirov date de plusieurs années, cependant la conduite et la rhétorique de l'Azerbaïdjan depuis toutes ces années sont les mêmes. Donc, en ce qui concerne la première décision, celle-ci a été rompue. En prolongeant les hostilités, l'Azerbaïdjan a perdu une région de plus, Agdam. Dans la deuxième décision, il est dit « Le Conseil de sécurité, premièrement, condamne l'invasion de la région d'Agdam ainsi que l'occupation récente des autres régions de la République Azerbaïdjan. Deuxièmement, condamne également toute action hostile dans la région et en particulier l'attaque de citoyens, les bombardements et tirs d'artillerie de lieux habités. Troisièmement, exige un arrêt immédiat de toute action militaire, l'évacuation totale, immédiate et sans condition de la région d'Agdam, des forces d'occupation participant au conflit et de toutes les autres régions d'Azerbaïdjan occupées récemment. Ainsi, on constate à nouveau les assauts en direction de citoyens, de bombardements et de tirs d'artillerie contre les lieux peuplés. C'est la signature de l'Azerbaïdjan. La même chose s'est pratiquée hier encore à Stepanakert, Choucha et autres villes de l'Artsakh. Les maisons d'habitation y ont été visées. Et dans cette décision, l'évacuation d'Agdam et autres régions d'Azerbaïdjan des forces d'occupation était exigée. On ne peut pas choisir à sa guise laquelle des exigences du Conseil de sécurité de l'ONU vous convient. Ces exigences s'imbriquent entre elles. Sous les bombardements et les tirs d'artillerie visant les régions habitées, il est impossible de se rendre compte de la situation au moment où les forces d'autodéfense abandonnent les positions qu'elles ont conquises. La non-observation d'un des points entraînera la nullité de toutes les autres exigences de la décision. Continuons l'analyse. Troisième décision. Le Conseil de sécurité salue les parties et recommande à leur attention le nouveau calendrier des mesures indispensables à la mise en application des 2 décisions précédentes du Conseil de sécurité et appelle, attention, n'oblige pas, les parties à l'accepter. Et enfin, la 4e décision. On est déjà en novembre 1993. Son adoption signifie que les exigences des décisions précédentes n'ont pas été appliquées. Les opérations militaires continuent. Les violences à l'encontre de la population de la République du Haut-Karabakh continuent, et c'est la raison pour laquelle les forces d'autodéfense ne peuvent quitter les positions qu'elles occupent. Ainsi, la 4e et dernière décision confirme les précédentes.
mais les formulations donnent à comprendre ce qui se passait alors là-bas. Citons le Conseil de sécurité. Constate avec inquiétude l'escalade des opérations militaires à la suite de la violation du cessez-le-feu et en réponse un intense recours à la force, en particulier autour de Zangelans et la ville de Goradiz en Azerbaïdjan. Arrêtons-nous pour l'instant sur ce point et commençons par la fin, l'occupation de la région Zangelans et de la ville de Goradiz en Azerbaïdjan, en référence au texte de la décision. C'est une réponse à l'escalade des opérations militaires, peut-être exagérée, c'est-à-dire provoquée. Cela signifie que l'Azerbaïdjan, ignorant tout simplement les injonctions des décisions, continue à opérer militairement et les forces arméniennes répondent, essayant de les neutraliser et les repousser à une distance de sécurité. Les forces arméniennes ne s'introduisent pas dans les régions de l'Azerbaïdjan. Elles vont là d'où partent les tirs. Si l'Azerbaïdjan avait cessé les violences militaires ainsi que l'exigeaient les décisions, alors l'évacuation des soldats aurait eu un sens. Mais obéir unilatéralement aurait signifié coopérer à l'assassinat des Arméniens habitant les points sous le feu des tirs azerbaïdjanais. Ouvrir ne serait-ce qu'une seule brèche signifiait laisser prendre de nouvelles positions de tir en direction du Karabakh. On voit clairement à travers ces décisions la problématique à laquelle ont été confrontés les Arméniens du Haut-Karabakh. S'autodéfendre, je cite d'actes hostiles, pour protéger le territoire sur lequel ils vivent, et même créer une zone de sécurité que les projectiles utilisés à l'époque ne puissent atteindre. Dans le document, ces territoires ont été définis comme régions occupées de l'Azerbaïdjan et personne n'a eu l'idée de creuser la réalité. Pourquoi la République du Haut-Karabakh s'est protégée avec les territoires en question? Cela n'intéresse personne. Le peuple arménien n'avait pu alors porter à la connaissance du monde ce message crucial. L'explication profonde que, en situation permanente d'actes hostiles de la part de l'Azerbaïdjan envers les Arméniens vivant sur les territoires légalement autonomes, République du Haut-Karabakh, les Arméniens n'avaient pas d'autre choix d'action. Ils ont déjà goûté au hachoir à Bakou et à Sumgait. Dans aucun pays du monde, les Arméniens n'ont subi un tel traitement. Viol et vandalisme, comme ça a été le cas au début du XXe siècle en Turquie, puis à la suite en Azerbaïdjan, frère cadet de la Turquie comme aime le dire Erdogan. Le premier pic de vandalisme a été réalisé dans le brouhaha de la Première Guerre mondiale. Le second, sous les craquements de l'effondrement de l'Union soviétique. Dans les deux cas, les pays du monde étaient préoccupés par leur propre sort. Revenons à aujourd'hui. Les derniers communiqués de la République du Nagorno-Karabakh du 10 octobre 2020. Malgré l'annonce à 12 heures d'une trêve humanitaire, les forces azerbaïdjanaises continuent activement leurs tirs de roquettes et d'artillerie contre les positions de l'armée de protection du Karabakh, contre ses paisibles habitants et ses habitations. Les combats les plus rudes se déroulent vers le sud. L'ennemi utilise massivement des drones de combat. Bakou pense qu'on est toujours au XXe siècle. Il estime on peut aisément mentir un peu, fortement terrorisé par mercenaires interposés, ici flatté, là montrer les dents. Vous vous souvenez? Il exigeait que Macron s'excuse pour l'info sur les mercenaires. À la suite de quoi, le monde entier a réagi. À l'aube du XXIe siècle, l'information se diffuse instantanément. Tous sont mis au courant. Et s'il est berné par ses inféodés et la Turquie, cela ne signifie pas qu'il réussira à tromper le monde entier. Il dit, et en conclusion, une citation extraite du même ouvrage de Kazimirov, paru il y a quelques années. Il est peu probable de pouvoir commencer par l'évacuation des territoires occupés, comme l'exigent les décisions péremptoires et peu réalistes, sans avoir auparavant examiné les autres problèmes et leurs connexions. Dans un accord global, cela s'exclut, mais procéder à une régulation réelle et par étapes est pratiquement impossible tant qu'il n'y a pas de garantie sérieuse que les combats ne reprennent pas. De plus, la rhétorique guerrière est à bannir si on souhaite une transition échelonnée. La rhétorique martiale de Bakou contemporain se fait déjà trop entendre. Sa fréquence est abondante. Voilà donc ce que représente ce document, les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les feuilles tremblent entre les mains d'Aliyev, chef du pays,
qui a personnellement piétiné les exigences des 4 décisions, continuant à pratiquer son agressivité à l'égard de son propre peuple, c'est ainsi qu'il considérait les Arméniens d'Artsakh, par la faute de qui les forces d'autodéfense du Karabakh, à l'époque l'armée du Karabakh s'appelait ainsi, n'ont pas libéré les territoires d'où partaient les tirs sur les villes et villages peuplés d'Arméniens, et jusqu'à ce jour, l'Azerbaïdjan continue d'ignorer ces exigences et tue méthodiquement les Arméniens, partant, disons, de paix, par petites touches, et depuis la fin de septembre de cette année, par des actions totalement terroristes qu'il nomme guerre, au vu du monde entier. Post-scriptum. Les exigences contenues dans ces décisions ne permettent pas d'option. Il n'est pas possible d'observer ou d'exiger l'application des seules directives intéressant la partie concernée. Cela conduit à l'inapplication des directives par l'autre partie. Il faut que les directives soient appliquées en leur temps et sans condition, et non lorsqu'une des parties du conflit le désirera, ni quand elle y sera obligée. Vladimir Kazimiroff. 10-10-20-20. Aujourd'hui est un jour particulier. Il faut enfin dire la vérité. L'Azerbaïdjan ne peut garantir la sécurité des Arméniens sur son territoire en tant que ses citoyens. Il utilise en permanence la violence, la menace d'éradication ou la déportation. La guerre ne peut pas durer éternellement et emporter les vies arméniennes et azerbaïdjanaises. L'indépendance de l'Artsakh est possible. C'est l'unique garantie que peut lui offrir le monde.